Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne comme ça toute personne qui souhaite immigrer au Canada dans le volet études, ok? Donc toutes les personnes, peu importe le pays, peu importe le programme d'études au Canada, vous savez, vous avez absolument besoin d'obtenir un visa puis un permis d'études. Donc, je viens de sortir tout droit fraîchement d'une réunion organisée par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick avec les agents d'immigration de Rabat et de Casablanca, de Rabat autant pour moi et de Dakar, ok? Donc, c'est une séance d'information très enrichissante, plein d'informations, vraiment des astuces, des idées qui vont comme ça vous aider à décrocher un permis d'études. Hein. Vous savez, l'important, c'est tout l'intérêt qu'il y a d'obtenir un permis d'études lorsqu'on souhaite étudier au Canada. Certes, la séance d'information a été, la session d'information a été organisée par le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, mais les astuces et les informations données dans cette vidéo que je vais vous partager dans quelques instants, en fait, sont autant utiles pour tous les programmes de l'ensemble du Canada en général. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, puis surtout liker la vidéo si vous trouvez qu'elle est intéressante et partager pour divulguer l'information parce que il y a certainement des personnes autour de vous qui en ont également besoin. C'est plein d'astuces. À la fin de la vidéo, de la présentation, il y a une séance de questions-réponses et l'avantage, c'est que vous avez en fait des personnes qui ont l'habitude de traiter vos demandes de visa, qui ont l'habitude de vous donner des refus de visa, qui répondent à des questions et qui vous disent comment éviter certains pièges. Ok, moi j'ai beaucoup appris, beaucoup d'informations très importantes. Donc asseyez-vous, prenez le temps qu'il faut, puis dégustez ceci juste à la fin. La suite après le générique. Comment déposer votre demande de permis d'études. Nous allons aussi parler du travail pendant et après les études. Nous aborderons aussi les services de représentants et aussi parler des impacts de la COVID-19 sur les traitements des demandes de permis d'études. Donc, pour le processus de dépôt, on peut diviser en 5 étapes. Dans un premier temps, il y a des exigences préalables à la demande. Il faut bien préparer son dossier avant de le déposer. Essayez de respecter les délais, un facteur qui a toujours été important et qui l'est encore plus aujourd'hui, surtout avec la pandémie COVID-19. Donc, on va parler des frais à payer et ensuite seulement, vous pourrez déposer votre demande de permis d'études. Pour les exigences préalables à une demande de permis d'études, la toute première démarche est d'obtenir une lettre d'admission auprès d'une institution d'enseignement au Canada. Pour obtenir une lettre d'admission auprès d'une institution d'enseignement au Canada, vous devez appliquer par vous-même auprès de l'institution que vous aurez choisie. Le Canada regroupe plusieurs universités, des collèges, des cégeps qui se trouvent au Québec, des écoles de formation professionnelle et technique. Donc, il est de votre responsabilité de faire les recherches nécessaires pour trouver l'établissement qui vous interpelle le plus, selon votre parcours, vos objectifs, etc. Donc, je pense que la plupart d'entre vous aujourd'hui peut-être soit déjà une lettre d'admission du CCNB ou vous avez en tout cas entamé les démarches pour en obtenir. Donc, c'est important aussi de savoir que nous acceptons les lettres d'admission conditionnelles lors du dépôt de la demande. C'est-à-dire que l'institution vous accepte sous condition, par exemple, de lui remettre des bulletins scolaires à la fin du semestre. Donc, la deuxième exigence, c'est le CAQ. En ce qui concerne le CAQ, certificat d'acceptation du Québec, ce dernier est obligatoire si et seulement si vous allez étudier dans une institution au Québec. Donc, si vous allez étudier, par exemple, au CCNB, vous n'avez pas besoin de ce document-là. Donc, je vais en parler rapidement.
vous devez présenter votre demande de CAQ auprès du ministère de l'Immigration du Québec. Alors, pour préparer votre dossier, vous aurez besoin de compléter des formulaires, donc fournir aussi des documents complémentaires pour la demande, démontrer votre capacité financière pour prendre en charge vos frais de séjour et d'études. Donc, il faudra consulter le coût du programme d'études et vous assurer que vous et votre famille disposez des fonds nécessaires. Vous devrez aussi soumettre vos données biométriques. Donc, pour les formulaires obligatoires, donc vous devrez les compléter électroniquement. Il y a le formulaire IMM 1294, demande de permis d'études présentée à l'extérieur du Canada. Le formulaire IMM 5645, renseignements sur la famille, et aussi le formulaire IMM 5476, recours au service d'un représentant, qui n'est pas obligatoire. Donc, ce formulaire s'applique si seulement vous prenez les services d'un représentant. Pour les documents complémentaires, mis à part les formulaires, donc il y a la lettre d'acceptation, donc définitive ou conditionnelle, le CAQ si vous allez étudier au Québec. Donc vous devrez aussi soumettre un casier judiciaire de votre pays de résidence, votre extrait d'acte de naissance ainsi que celui de votre garant financier afin de démontrer votre lien de parenté. Donc par exemple, si c'est votre père qui vous prend en charge, donc vous devrez peut-être soumettre juste votre acte de naissance et le livret de famille. Si c'est votre grand frère, vous devrez soumettre votre acte de naissance et l'acte de naissance de votre grand frère pour démontrer le lien de parenté, donc ainsi de suite. Donc vous devrez aussi soumettre un passeport valide. Nous vous recommandons une validité d'au moins la durée de vos études, sans quoi vous devrez faire une nouvelle demande de permis d'études lorsque votre passeport expirera. Donc, vous devrez aussi soumettre des photocopies de vos diplômes et vos relevés de notes que vous avez soumis lors de votre demande d'admission universitaire. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous que tous les documents soumis soient véridiques. Parce que si une vérification démontre que certains documents sont frauduleux, cela entraînera une interdiction de territoire de 5 ans au Canada. Donc, toujours pour les documents complémentaires, si vous êtes mineur, vous devrez bien sûr soumettre tous les documents obligatoires précédemment cités, en plus d'une déclaration notariée d'autorisation des 2 parents. Vous devrez aussi soumettre une déclaration de garde notariée du tuteur au Canada. Donc, à noter que le tuteur doit être soit un résident permanent au Canada ou un citoyen canadien. Alors, pour les preuves de capacité financière, donc il faudra soumettre une lettre explicative de la prise en charge et aussi, comme je l'ai expliqué précédemment, soumettre les preuves de lien avec votre garant financier. L'étudiant qui souhaite fréquenter un établissement d'enseignement au Canada doit démontrer qu'il possède les fonds nécessaires pour subvenir à ses besoins durant la première année d'études au Canada et qu'il pourra financer la totalité du programme envisagé. Donc, consultez le coût du programme d'études et assurez-vous que vous et votre famille disposiez des fonds nécessaires. En général, le montant exigé varie pour une année universitaire entre 19 000 à 23 000 $ canadiens. Ça dépend des provinces et des établissements. Donc, lors du traitement de votre demande, nous évaluerons la capacité financière de vous ou de votre garant financier en examinant la provenance des fonds et leur pérennité. Donc, soumettez, s'il vous plaît, les relevés bancaires des 12 derniers mois, ce qui nous permettra justement de vérifier la provenance des fonds. Donc, par exemple, si votre garant financier est un salarié, soumettez son contrat de travail, ses bulletins de salaire, etc. Il est donc important vraiment de fournir tous les documents pour démontrer la situation financière globale, ainsi que les preuves de fonds tout au long de vos études.
Alors, je vais parler rapidement du volet direct pour les études. Donc, pour les étudiants du Maroc et du Sénégal, ils peuvent soumettre une demande par le volet direct des études. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à poser des questions sur justement tout à l'heure sur le QR, comme ça nous pourrons entrer plus en détail. Donc, il faudra faire des tests de langue, il faudra payer la première année d'études, soumettre un certificat de placement garanti de 10 000 $ canadiens, donc entre autres, en plus de tous les documents obligatoires, bien sûr, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, vous devrez aussi soumettre vos données biométriques, donc qui est obligatoire pour le traitement de votre demande de permis d'études. Vos données biométriques seront valables 10 ans, donc les frais sont de 85 $ canadiens. Vous devrez les soumettre auprès d'un centre de réception des demandes de visa, un CRDV, donc de votre pays de résidence. Quand déposer la demande? Concernant la date limite pour le dépôt, vous devez prévoir que l'évaluation de votre dossier prendra plusieurs semaines. Il est donc recommandé de déposer au plus tard 1 mois avant le début des cours. Il est probable que les demandes déposées après ces dates ne soient pas finalisées, voire traitées avant le début de la session, ce qui pourrait avoir un impact sur la décision de l'agent. Donc, pour la session d'automne, par exemple, il est conseillé de déposer au plus tard le 1er juillet. Donc, session d'hiver, 1er novembre au plus tard, session d'été, 1er mars au plus tard. Donc, veillez vraiment à respecter les délais et déposer votre demande le plus tôt possible, surtout avec le contexte que nous vivons tous. Alors, comment déposer votre demande? Donc, vous pourrez déposer votre demande en ligne sous la rubrique « Présenter une demande en ligne ». Donc, vous devrez créer un profil sur Mon CIC, payer les frais par carte de crédit autorisée. Excusez-moi. Et scanner et télécharger tous vos documents de support. Excuse-moi une minute, tu peux revenir en arrière et tu me donnes 1 minute s'il te plaît. Alors, je parlais du dépôt de demande tout à l'heure. Donc, je disais que vous pouvez déposer votre demande en ligne. Avant, il était possible de le faire en personne au CRDV, mais avec la COVID-19, les CRDV ne sont pas disponibles pour prendre des demandes de permis d'études. Donc, vous pourrez passer là-bas pour soumettre vos données biométriques, mais vous ne pourrez pas déposer votre demande de permis d'études en personne. Voilà. Merci. Voilà. Alors, pour le paiement des frais, donc le paiement se fait en ligne aussi sur le site d'Immigration Canada avec une carte bancaire internationale. Donc, pour les frais de permis d'études, c'est 150 $ canadiens et pour la biométrie, 85 $ canadiens. Alors, pour le traitement de la demande, prenez note que le temps de traitement d'une demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut varier entre 4 à 8 semaines selon la saison. Donc, il est très important de s'assurer que la demande est complète lors de son dépôt et que vous respectez les délais. L'agent évaluera les documents fournis seulement. Ainsi, si votre dossier n'est pas complet, cela peut occasionner un refus. Des vérifications de l'authenticité des documents peuvent également être réalisées.
Une fausse déclaration ou un document frauduleux vous entraînera une interdiction de séjourner au Canada pour 5 ans. Dans le cas d'une décision positive, des instructions vous seront envoyées afin que vous complétiez un examen médical auprès de l'un de nos médecins désignés. L'examen médical est obligatoire pour tout séjour au-delà de 6 mois. Vous devez procéder rapidement à la visite afin de ne pas retarder le traitement de votre demande. Encore une fois, il faut prévoir ces délais lors du dépôt de votre demande. Dans le cas d'une décision négative, une lettre de refus vous sera transmise dans laquelle seront indiquées les raisons de refus. Il vous est possible de réappliquer par la suite, sauf si vous avez été refusé pour une fausse déclaration. Prenez note que nous communiquons avec les clients uniquement par courriel, donc faites attention de fournir une adresse courriel correcte et fonctionnelle sur votre formulaire afin de ne pas retarder le traitement de votre demande. Travailler pendant et après les études. Donc, si le programme d'études est plus de 6 mois et mène à un diplôme ou certificat au Canada, nous pourrons parler d'étudiants à temps plein. Donc, lorsque vous êtes détenteur d'un permis d'études, vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures par semaine sur ou hors campus, et ce sans permis de travail, si vous êtes un étudiant à temps plein. Certaines exceptions existent, comme cela s'applique par exemple pour les cours de langue. Donc, quand vous faites des cours de langue, vous ne pouvez pas travailler 20 heures par semaine hors campus. Programme avec stage. Si votre programme exige un stage d'une session, un permis de travail sera nécessaire. Donc, le permis de travail sera joint à votre demande de permis d'études. Si le stage est clairement indiqué sur la lettre d'admission, le permis de travail peut être émis sans frais additionnels à la discrétion de l'agent. Pour les étudiants diplômés, donc, il existe également un programme pour les étudiants qui désirent obtenir de l'expérience de travail au Canada après leurs études. Donc, il s'agit du programme de permis de travail post-diplôme. Pour appliquer pour ce programme, vous devez avoir un permis d'études toujours valide. Donc, il s'agit d'un permis de travail ouvert, c'est-à-dire qui n'est pas associé à un employeur, dont la durée dépend de la durée de votre programme d'études. Par exemple, si vous avez un programme d'études de plus de 2 ans, vous obtiendrez un permis de travail de 3 ans. Pour les programmes d'études de moins de 2 ans, vous obtiendrez un permis de travail post-diplôme égal à la durée de votre programme d'études. Vous ne pouvez pas obtenir un permis de travail post-diplôme si la durée du programme d'études est inférieure à 8 mois. Donc, l'expérience de travail qualifiée acquise au Canada par l'intermédiaire d'un permis de travail post-diplôme facilite l'admissibilité des diplômés à la résidence permanente au titre de la catégorie de l'expérience canadienne. Alors, pour les services d'un représentant, le recours à un consultant n'est ni interdit ni obligatoire. Il ne constitue ni un avantage ni un désavantage. Vous n'êtes pas obligé de retenir les services d'une entreprise, d'un représentant, d'un consultant ou d'un avocat pour vous aider à remplir votre demande. La décision vous revient. Votre demande ne recevra pas plus d'attention parce que vous avez pris un représentant et rien ne garantit qu'elle sera approuvée si vous le faites. Donc, si vous choisissez de recourir à un consultant, veillez à choisir un dans la liste de CRCIC, donc le Conseil de réglementation des consultants en immigration. Veillez également à ce que son rôle n'impacte pas votre niveau d'implication dans votre projet d'étude. Veillez à ce que les conseils qu'il ou qu'elle vous donne n'altèrent pas l'authenticité de votre demande et la véracité de vos déclarations. Pour l'agent qui traite votre demande, vous demeurez responsable du contenu des formulaires que vous soumettez. Donc, c'est toujours
toujours la même chose, ça parle toujours des consultants. Donc, faites attention aux consultants non autorisés ou non déclarés. Donc, ça peut miner votre crédibilité, conduire au refus de votre demande ou vous rendre inadmissible au Canada pour fausse déclaration. Donc, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous parler des impacts de la COVID-19 sur les demandes de permis d'études. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Donc, merci beaucoup. Je vais passer brièvement dans cette partie de la présentation parce que Honorine a fait une très bonne présentation au début, justement sur les impacts de la COVID. Rapidement, ça a été mentionné au début, je vais vous le dire quand même, c'est important de toujours aller vous mettre à jour sur quelles sont les restrictions de voyage pour le Canada. Ça peut changer à tout moment. Vous l'avez vu dans la dernière année, comment tout a évolué tout le temps, les couvre-feux qui se sont ajoutés, qui se sont enlevés, etc. Donc, c'est la même chose pour le voyage au Canada. Donc, vous devez absolument aller vérifier avant de prendre l'avion pour être certain de quelles sont les restrictions à ce moment-là. Actuellement, en date du 17 mars, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, qui peut entrer pour le moment? Il y a quelques personnes qui peuvent entrer. On va se concentrer sur les étudiants, bien sûr, puisque c'est vous qui êtes ici avec nous aujourd'hui. Donc, l'étudiant qui se rend dans un établissement d'enseignement désigné qui a été approuvé par la province et qui a soit un permis d'études valide déjà ou un permis d'études qui vient d'être approuvé. Donc, vous avez votre lettre d'introduction pour entrer au Canada. Vous pouvez vous rendre au Canada normalement. Donc, le CCNB fait partie des établissements d'enseignement désignés et si votre demande de permis d'études est approuvée, on va vous envoyer une lettre qui vous permet d'entrer au Canada si on veut. C'est une lettre d'introduction. Si vous changez d'établissement, malheureusement, je suis désolée, je dois le mentionner quand même, assurez-vous que l'établissement est sur la liste des EED qui sont approuvés également. Pour la prochaine slide, par contre, si vous voulez aller étudier, je suis désolée, là, le X est mal placé sur la diapositive. Si vous voulez aller étudier et que votre programme a été annulé ou suspendu, même si l'institution d'enseignement, elle, est approuvée, vous ne pourrez pas rentrer au Canada. Donc, vous devez absolument démontrer que vous avez une raison d'être au Canada. Si l'établissement d'enseignement n'a pas reçu l'approbation ou s'est fait enlever l'approbation, ou si votre but de voyage est autre que les études, à ce moment-là, vous ne pourrez pas entrer au Canada. Donc, c'est très important lorsque vous voulez partir. Si vous êtes un étudiant qui va au CCNB et qui a son permis d'études, vous pouvez normalement y aller. Vous allez devoir démontrer que vous êtes bel et bien inscrit, que vous avez votre lettre d'introduction, votre plan de quarantaine, etc. On y reviendra. Mais si, comme on en a parlé tout à l'heure, Honorine a parlé des dates d'arrivée au Canada pour aller à l'école. Si vous ne respectez pas ces dates, ça peut avoir un impact également. Donc, c'est vraiment important de démontrer que vous venez pour étudier. Si vous arrivez vraiment trop à l'avance et que vous ne commencez pas les cours après votre quarantaine, à ce moment-là, il y a des chances, des possibilités que l'Agence des services frontaliers vous refuse et vous renvoie dans votre pays. Donc, il faut vraiment respecter et nos règles à nous et celles de la province où vous allez. Et l'école, l'établissement d'enseignement est très bien placé pour vous aider à ce niveau-là. On peut changer à la prochaine. Donc, qu'est-ce que vous devez apporter avec vous? Honorine en a beaucoup parlé tout à l'heure. Donc, bien sûr, vous devez apporter soit votre permis d'études qui est déjà valide. Ça, c'est dans les cas où vous avez déjà commencé vos études au Canada et que vous êtes revenu peut-être pour les vacances ou quelque chose comme ça et que vous voulez repartir. Ou la lettre d'introduction pour le point d'entrée qui indique que votre demande est approuvée. La lettre d'admission, bien sûr. Vos preuves financières, on demande toujours de les avoir avec vous. La preuve comme quoi que vous allez bien commencer les cours. Les preuves de réservation de l'hôtel dans un hôtel pour les 3 premiers jours. Ça, c'est valable jusqu'au 21 avril. Ça peut être prolongé, comme ça peut arrêter. Donc, ça, vous devez vérifier sur notre site web. L'inscription à l'application Arrivcan. Et là, j'ai su qu'il y avait une application pour le Nouveau-Brunswick aussi. Donc, voilà. Et votre plan de quarantaine. Donc, pour vraiment la liste de quoi apporter, comme ça change et tout, fiez-vous vraiment à ce que le CCNB vous donne comme information également. Mais c'est très important pour nous, à
pas pour nous, mais pour l'Agence des services frontaliers, d'être convaincu que vous venez vraiment étudier au Canada. Donc, c'est plutôt axé sur tous vos documents, procédures administratives pour les études. La prochaine. Si votre famille compte voyager avec vous, ils doivent démontrer que la raison du voyage elle est non discrétionnaire ou ils doivent vous accompagner en tant qu'étudiant ou travailleur avec le permis approprié. Donc, exemple, si vous quittez avec votre conjoint ou conjointe qui, il ou elle, a un permis de travail ouvert, vous pouvez partir en même temps ensemble sans problème. Si la personne veut venir, vous êtes déjà parti au Canada et elle veut venir vous rejoindre, elle doit avoir une autorisation écrite d'IRCC normalement pour pouvoir voyager et venir vous voir. Donc, c'est vraiment important d'aller vérifier. Si c'est, par exemple, vos parents qui vous accompagnent pour vous aider à l'installation, ça peut être une raison de voyage qui est non discrétionnaire s'ils partent avec vous en même temps. Donc, s'ils voyagent avec vous, ils peuvent démontrer qu'ils viennent vous installer. Si vous êtes rendu quelqu'un qui a, par exemple, 30 ans, qui veut avoir ses parents qui l'accompagnent, il y a des possibilités que l'Agence des services frontaliers va dire non. Mais lorsqu'on est plus jeune ou un mineur ou pas très loin, à ce moment-là, c'est beaucoup moins discrétionnaire et donc c'est OK pour partir avec la personne. Si vos parents veulent venir vous voir par la suite pour vous visiter, ils doivent demander une autorisation écrite du IRCC et toute cette information se trouve sur le site web avec une adresse IRCC COVID exemption. Là, je ne la dirai pas au complet, elle est trop longue, mais elle se trouve sur notre site web, donc c'est très facile à obtenir. En ce qui a trait, les demandes en cours, comment est-ce qu'elles sont affectées par la COVID? Bon, c'est certain qu'il y a eu quelques impacts sur les délais de traitement. IRCC a vraiment tenté, a priorisé les étudiants et a vraiment tenté de rendre le système le plus efficace possible malgré les impacts, malgré les restrictions de voyage, etc. Donc, on essaie vraiment de respecter les délais de traitement actuellement. Si vous allez sur notre site web pour vérifier les délais de traitement, vous allez voir qu'ils sont plus longs qu'ils devraient être normalement. Ce ne sont pas vraiment les délais qui sont réels parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes qui ne peuvent pas être finalisées pour le moment. Donc, il y a certaines demandes pour certaines personnes qui ne peuvent pas aller donner leurs données biométriques ou qui ne sont pas en mesure d'aller faire l'examen médical ou qui ne sont pas autorisées à voyager pour le moment. Alors, ces demandes ne sont pas finalisées et ça fait que le délai de traitement moyen a beaucoup augmenté avec la COVID. Par contre, la plupart des demandes réussissent actuellement à être traitées dans les 60 jours, les normes de service. Ça peut être un peu plus long là, quand on arrive dans la haute saison. Inquiétez-vous pas, il y a vraiment un effort global qui est en place actuellement pour traiter les dossiers. Donc, mais comme ma collègue a dit, c'est important d'appliquer à l'avance. On parle de 4 mois à l'avance, mais aussitôt que vous avez votre lettre d'admission, commencez les démarches, surtout dans la période actuelle, pour pouvoir justement faire les données biométriques, aller faire l'examen médical pour pas qu'il y ait trop d'impact. En ce moment, on ne peut pas refuser une demande pour des raisons d'incapacité de fournir un certain document. Donc, si on vous demande de fournir les données biométriques et vous n'êtes pas en mesure de le faire, nous ne pouvons pas refuser votre demande pour cette raison. Toutefois, c'est possible de refuser une demande pour d'autres raisons, par exemple des raisons financières, même si vous n'avez pas fait votre donnée biométrique. Donc, c'est vraiment, on ne va pas fermer une demande si c'est impossible d'obtenir un document qui est nécessaire à la demande. On va vous donner le temps qu'il vous faut pour fournir le document en question, mais on peut quand même continuer le traitement et attendre justement de recevoir la donnée biométrique. Les centres de réception des demandes de visa sont ouverts seulement pour la collecte des données biométriques et pour la remise des passeports et c'est sur rendez-vous seulement. Donc, vous devez aller sur leur site web pour pouvoir prendre rendez-vous et faire les procédures nécessaires. Il n'y a plus de demandes papier qui sont acceptées. Tout doit se faire en ligne. Je voulais également dire rapidement, il pourrait y avoir un impact normalement sur le permis de travail post-diplôme dont ma collègue vous a parlé, mais en raison de la COVID, il y a des mesures temporaires qui ont été mises en place
pour ne pas que vous soyez affecté, que la durée de validité de votre permis de travail post-diplôme soit affectée en raison de la COVID. Donc, si vous avez un permis d'études valide et qu'une partie de vos études ont dû être faites en ligne et non pas sur place au Canada, ces mois-là vont compter dans le décompte final pour votre permis de travail post-diplôme, en autant que vous aviez un permis d'études qui était valide à ce moment-là. Donc, parce que normalement, le permis d'études post-diplôme, vous devez être au Canada sur place, mais avec la COVID, il y a une certaine flexibilité qui a été approuvée ici. Donc, prochaine slide. Ici, c'est les adresses utiles. On pourra peut-être la laisser en place à la fin pendant la période de questions pour que vous puissiez prendre des notes. La première adresse, c'est bien sûr les restrictions de voyage. Je l'ai dit, je le redis, Honorine va le redire, j'en suis certaine. Il faut absolument, absolument aller vérifier les restrictions de voyage avant de voyager. Malheureusement, on a vu quand même plusieurs étudiants qui se sont fait refuser même d'entrer dans l'avion s'il n'y avait pas les documents qu'il fallait. Certains étudiants qui ont fait tout le voyage pour se rendre au Canada, qui ont été renvoyés dans leur pays. Ça, c'est des frais, c'est beaucoup de temps avec un masque dans un environnement très restreint. Donc, vraiment, allez vérifier les restrictions de voyage. De l'information sur, bon, ça, c'est de l'information plus générique sur les autres, sur les écoles. Mais la restriction de voyage, c'est le plus important ici. Et à la toute fin, on vous invite à rester connecté avec nous. On peut changer la page. On vous invite à rester connecté avec nous. Ici, vous voyez les comptes Facebook et Twitter du Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, mais toutes les missions ont leur propre compte Facebook et Twitter. Donc, si vous êtes en France ou en Colombie, c'est OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il y a une ambassade sur place également avec un compte Facebook. Suivez-nous. Lorsqu'il y a des nouvelles mesures qui sont mises en place, on les annonce sur notre site web, sur nos médias sociaux. Lorsqu'on organise d'autres séances d'information, sur les permis d'études, par exemple, ils sont annoncés également sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un bon endroit pour vous pour aller chercher l'information officielle à jour également. Donc, voilà, j'ai terminé. On peut passer maintenant peut-être à la période de questions. Alors, je vais remercier nos agents comme ça pour leur belle présentation. Et pour cette phase de réponse, Isabelle Aubertin et moi allons lire vos questions. On réalise qu'il y a beaucoup de questions, alors nous vous encourageons vraiment à poser des questions importantes. Ne posez pas des questions, nous vous déconseillons de poser des questions qui ont déjà été répondues. Ne posez pas des questions personnelles ou des questions à propos d'un dossier en traitement. Et nous vous encourageons à poser simplement les questions d'ordre général. Donc, je vais y aller tout de suite avec les questions. Pour la première, je voudrais savoir pourquoi un jeune doit absolument convaincre l'agent de visa de ce qu'il retournera dans son pays absolument à la fin des études. Je vais la prendre. L'idée ici, c'est de convaincre que vous allez respecter vos conditions de séjour. Donc, ce n'est pas nécessairement de nous montrer que vous avez, par exemple, une promesse d'embauche dans une entreprise quelconque dans votre pays, que vous allez donc revenir au Canada, dans votre pays, parce qu'il existe justement des moyens de rester au Canada et si vous souhaitez rester en tant que résident permanent et éventuellement devenir citoyen canadien, on va être très heureux de vous accueillir. C'est vraiment de nous convaincre que vous allez respecter les conditions de votre séjour. Donc, si par exemple, vous n'êtes plus en mesure de payer les frais d'études et que donc vous ne pouvez pas continuer vos études à temps plein, que vous allez quitter le territoire canadien pour retourner chez vous. S'il y a un souci à un moment dans la demande de prolongation d'un de vos permis et que vous êtes hors statut, vous allez retourner chez vous. Donc, c'est vraiment la question de respecter ces conditions de séjour et non pas de nous démontrer que vous allez quitter absolument le Canada. Il existe des programmes pour que vous puissiez rester, mais de façon légale tout le temps. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que vous devez convaincre l'agent. Merci. Quels sont les grands axes sur lesquels un dossier étudiant est jugé crédible ou pas? Excuse-moi, tu peux répéter la question? Quels sont les grands axes sur lesquels un dossier étudiant est jugé crédible ou pas? En fait,
L'agent doit être spécifique. Votre intention réelle est de poursuivre vos études. Parce que si vous voulez faire autre chose, tourisme ou travailler, etc., il y a des programmes pour payer, pour études, pour tourisme ou pour travail. Donc, vous devez démontrer que les fonds sont disponibles, sont suffisants. Donc, l'agent prendra en considération aussi d'autres éléments tels que la cohérence de votre plan d'études, donc le niveau d'implication dans le projet, etc. Donc, c'est ça. Donc, il faut que ça soit cohérent, que les fonds soient là et que l'intention réelle soit d'aller étudier au Canada. Lydia, si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est bon. C'est juste qu'on ne t'entendait pas très bien, en fait. Je ne sais pas si c'était juste moi, là, mais c'était comme un peu en canne. Donc, ma collègue a dit 3 axes importants. Je vais juste les répéter rapidement. La cohérence de votre plan d'études, les finances pour montrer que vous êtes en mesure de payer vos études et que vous avez bel et bien l'intention d'étudier et que vous n'êtes pas en train d'utiliser ça comme un moyen détourné pour immigrer. C'est possible d'immigrer, mais on le fait petit à petit de façon légale. Donc, c'est l'intention, la cohérence de votre plan d'études et les finances. Pour résumer. On a des questions suivantes. Je pense que vous avez répondu. Je vais les lire et puis vous allez juger de passer sur cette question-là ou sur ces questions-là ou non. C'est quoi un bon dossier de visa pour étudiants? En d'autres termes, quels sont les éléments fondamentaux qui le caractérisent? Et ça s'ensuit en disant, autrement dit, que dois-je faire pour mettre toutes les chances de mon côté, pour monter un bon dossier? OK. Donc, je peux rajouter un tout petit peu ici. Chaque dossier est différent, chaque situation est différente. Donc, ce n'est pas possible de dire qu'il y a une formule magique pour obtenir un permis d'études. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous a expliqué un peu ce que vous devez nous démontrer dans la demande de permis d'études, mais ce n'est pas non plus une checklist qui fait qu'une fois qu'elle est remplie, vous obtenez automatiquement le permis d'études. Donc, c'est vraiment une demande qui doit être analysée à notre niveau. Et comme je vous dis, comme chaque demande est différente et votre situation personnelle vous appartient, il n'y a pas cette formule magique-là. Ma collègue le dit tout à l'heure, c'est d'essayer de nous expliquer votre situation. Si vous croyez que votre situation est particulière et qu'elle nécessite une explication supplémentaire, c'est possible de soumettre une lettre explicative. Par exemple, lorsque la prise en charge financière est un peu plus compliquée, que notre père a une profession plutôt libérale et qui n'est pas salarié, ça peut être intéressant d'avoir une espèce de plan financier avec d'autres sortes de preuves. Les registres de commerce qui démontrent que c'est bien, votre garant, c'est bien le propriétaire, avec les registres d'entreprise, les relevés bancaires de l'entreprise et ensuite d'autres relevés bancaires pour montrer la situation. Donc, c'est tout le temps, chaque dossier est vraiment différent. Si vous croyez que ça mérite une explication, n'hésitez pas à le faire. Même chose pour la cohérence du plan d'études. Lorsque, dans des situations plutôt particulières, par exemple, on change complètement de domaine d'études ou on est quelqu'un qui travaille et on décide de retourner aux études, c'est peut-être un peu plus particulier. C'est possible, mais c'est peut-être pas si compréhensible que ça avec votre dossier. Donc, toujours essayer d'expliquer votre situation. Encore là, par contre, rien ne garantit l'obtention du permis d'études. L'analyse est faite en fonction des éléments qu'on voit au dossier, l'analyse que l'agent a fait et d'autres sources également externes. Donc, ça rejoint ma question suivante. Est-ce qu'il existe une entité à l'ambassade où un candidat peut soumettre son dossier pour un examen préliminaire afin de garantir qu'il a plus de chances d'obtenir un visa? Non, ça n'existe pas. Donc, je comprends, mais non. En fait, la demande de visa, elle doit être, il n'y a pas d'aide. On ne va pas vous aider à faire votre demande de visa pour qu'elle passe à tout coup. Vous présentez votre demande de visa, l'analyse en est faite. Une fois que l'agent analyse le dossier, si la demande est refusée, il va vous indiquer quand même c'était quoi ses préoccupations. Donc, on a une lettre de refus qui est envoyée. Les raisons de refus sont assez génériques, c'est normal, c'est des cases que nous devons cocher, mais ça vous donne une certaine idée de
quelles étaient les préoccupations principales de l'agent dans l'analyse de votre dossier. Donc, s'il a cliqué, par exemple, le motif de séjour, c'est probablement parce qu'il n'a pas bien compris ou qu'il n'était pas satisfait de la cohérence de votre plan d'études et que peut-être, justement, votre intention première n'était pas d'aller étudier au Canada. S'il clique bien mobilier et fonds, je crois, là, je ne sais plus trop c'est quoi en français, parce que je clique souvent en anglais, je suis désolée. À ce moment-là, c'est la prise en charge financière n'était pas bien démontrée. Donc, une fois que vous recevez ces indications-là, vous pouvez toujours réappliquer en tentant de répondre aux préoccupations de l'agent. Encore une fois, il n'y a rien qui est garanti à la fin quand même. Donc, c'est vraiment une analyse qui est faite avec les documents soumis. Je vais poser cette question et puis je vais laisser le relais à Isabelle. Est-ce qu'un oncle, un membre de la famille qui n'est pas un parent, qui est un oncle vivant au Canada, peut soutenir son neveu résidant dans son pays financièrement? Je vais répondre à cette question. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est bien mieux, merci. Alors, oui, il peut. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Vous devrez juste démontrer votre lien de parenté avec votre oncle. Par exemple, si c'est votre oncle paternel, vous devrez soumettre votre acte de naissance, l'acte de naissance de votre oncle et l'acte de naissance de votre père. Si c'est votre oncle maternel, donc l'acte de naissance de votre mère, etc. Et donc, soumettre aussi une lettre explicative. Pourquoi il prend en charge vos études? Donc, c'est important parce que les études au Canada, ce n'est pas donné. Donc, il est important de savoir que cette personne n'écrit pas la lettre juste, en fait, pour compléter un dossier de demande de permis d'études, mais que c'est vraiment l'intention de soutenir son neveu et de payer vraiment les études. Merci. Merci. Je prends le relais. Donc, question suivante. Je voudrais savoir, dans le cas d'une demande de visa, quels documents présenter pour convaincre l'agent d'immigration de revenir au pays après ses études au Canada? Il y avait une partie qui avait été répondue, mais est-ce qu'il y aurait des documents à fournir pour ça? Non, ce n'est pas vraiment un document à fournir. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on voit des fois des gens qui vont nous fournir une promesse d'embauche pour une fois que vous aurez terminé vos études. Ce n'est pas un document, ça, qui est vraiment considéré comme une preuve. Ça n'a pas vraiment une valeur ici. C'est l'analyse de votre dossier qui va nous c'est dans l'analyse du dossier qu'on va regarder si on a l'impression que vous avez bien respecté vos conditions de séjour ou non. C'est pourquoi on regarde justement la prise en charge financière et la cohérence de votre plan d'études. Si on voit que les finances ne sont pas pérennes ou pourraient être problématiques dans leur disponibilité, mais ça peut vouloir dire que vous pourriez être dans une situation vulnérable au Canada à ne pas pouvoir financer l'entièreté de vos études et à ce moment-là, vous pourriez rester au Canada dans la situation vulnérable justement et hors statut. Donc, c'est vraiment le dossier, l'esprit du dossier, la cohérence de votre dossier et l'appui des deux autres documents que vous financez, par exemple, que vous allez soumettre, qui va nous permettre d'analyser justement cette intention-là. Très bien. Question suivante. Lorsqu'on fait une demande de permis d'études, est-ce qu'il est mieux de faire une demande seule ou bien si l'on est marié, vaut-il mieux joindre la demande du permis de travail ouvert de son conjoint? Alors, ce n'est pas obligatoire, donc ce n'est pas parce qu'il a soumis ou n'a pas soumis la demande de son conjoint que sa demande va avoir plus de valeur pour être approuvée ou non, ou pour ne pas être approuvée. Donc, c'est son choix, c'est à eux de voir si, dans un premier temps, il veut partir tout seul étudier ou bien il veut partir avec sa femme. Ce que je peux expliquer, c'est qu'il ne faut pas considérer que sa femme, par exemple, avec un permis de travail ouvert, va travailler et va financer les études. Ce n'est pas possible. Donc, il faudra démontrer qu'ils seront en mesure de prendre en charge le permis d'études et aussi en charge financièrement, dans un premier temps aussi, de survivre, même si la femme ne travaille pas. Parce que ce n'est pas dit qu'elle a un permis de travail ouvert, qu'une fois arrivée au Canada, elle va travailler tout de suite. Donc, les finances seront prises en compte aussi dans la demande de permis de travail ouvert de la femme. Très bien, merci. En ces temps de pandémie, pour nous qui n'avons pas encore eu la réponse du permis d'études, comment pouvons-nous procéder pour la rentrée de septembre 2021? Donc,
Donc, on est en mars. Laissez-nous un peu de temps. On n'est pas si mal que ça, la rentrée en septembre et dans quelques mois encore. Les dossiers, comme je disais tout à l'heure, on les traite tout le temps. On n'a pas arrêté leur traitement du tout. On essaie de respecter les normes de service d'environ 60 jours. C'est un peu plus long pour le moment, mais j'ai assez espoir que ça va revenir à la normale d'ici quelques semaines. Ce que je vous dirais, c'est assurez-vous d'appliquer bien à l'avance pour être certain, parce que c'est pas juste nous, hein, les délais de traitement. Parfois, on va revenir vers vous pour demander des documents. Ça peut prendre plus de temps en raison de la COVID pour aller les obtenir. C'est beaucoup ça qu'on voit actuellement avec nos dossiers, là, des problèmes de communication avec les clients, où est-ce qu'on demande des documents et ça prend plus de temps à avoir un retour. Donc, le plus tôt possible, appliquer. Mais sinon, si vous appliquez dans les délais, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour que vous puissiez commencer vos cours. Si votre demande, ça fait vraiment longtemps que vous aviez appliqué, et quand je dis vraiment longtemps, là, je dis plus de 90 jours, et que vous avez absolument rien reçu encore, c'est possible d'utiliser le formulaire en ligne, le web form, sur notre site web de canada.ca, .gc.ca, pardon, sur immigration. Il y a le formulaire web. À ce moment-là, vous pouvez indiquer votre numéro de dossier, demander un suivi. Votre demande sera envoyée au bureau qui traite votre dossier. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais en raison de la COVID, il y a eu quand même un certain remaniement qui a été fait et qui continue d'être fait tout le temps, continuellement continue. Là. Désolée pour la répétition. Mais pour pouvoir aider justement les différentes missions, quand on voit qu'il y a un volume trop élevé à quelque part et qu'on veut essayer d'aller traiter les dossiers plus rapidement, votre dossier pourrait être transféré à un autre bureau, soit au Canada ou à travers le monde, pour justement être beaucoup plus efficace dans notre traitement. Donc, on vous demande d'utiliser le web form. Ça sera envoyé au bon bureau qui traite votre dossier en ce moment. Donc, ça, c'est vraiment dans les cas où les délais de traitement sont largement dépassés. Vous pouvez aller faire un suivi. Quelquefois, ça peut être parce que vous n'avez pas reçu la demande de document, qu'elle est dans vos spams ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être une bonne façon. Merci. Question suivante. Est-ce qu'avec le TCF-TP, on peut faire VDE? Alors, ce sont beaucoup de sigles. Donc, pour le volet direct pour les études, donc, il faut avoir une moyenne de 7 en français, c'est ça? Ou bien il ne l'a pas précisé? Non, c'est ça. C'est moyenne de 7. En fait, vous devez avoir 7 dans chaque compétence pour soit le TCF ou le TEF Canada. Donc, c'est vraiment, ça ne peut pas être un autre test que ça, là, le TCF ou le TEF Canada, préalablement au dépôt de la demande. Merci. Et je vais prendre une dernière question, puis je vais laisser la parole à Honorine. Pour les étudiants qui avaient fait une demande de permis d'études l'année dernière et qui n'ont pas pu faire leur admission en 2020, qui vont donc venir pour la rentrée de septembre 2021, est-ce qu'ils peuvent utiliser le visa qui leur a été accordé à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont commencé leur cours en ligne? Non, les étudiants du CCNB n'ont pas commencé leur cours en ligne. Ils doivent se présenter en personne pour suivre leur cours. Lydia, tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est assez délicat en ce moment de répondre à ces questions-là. Il va falloir démontrer que vous avez fait la demande de report en bonne et due forme à l'avance. Donc, si vous avez reçu votre permis d'études, par exemple, en octobre et que c'était trop tard pour commencer, vous avez fait la demande de report dès que vous avez su, à ce moment-là, vous devriez être en mesure de pouvoir utiliser votre permis d'études tout de même. Mais ça reste à l'Agence des services frontaliers à décider si elle vous laisse passer ou non. Je sais que ce n'est pas la réponse qu'on veut vraiment entendre, mais il faut comprendre qu'on est deux services différents. Donc, l'immigration fait vraiment
le permis d'études et l'Agence des services frontaliers, décide si vous pouvez entrer ou non et si votre histoire a du sens à ce niveau-là. Donc, si vous avez eu un report de session, vous aviez votre permis d'études, on démontre bien que vous avez fait les démarches nécessaires dans les temps, etc., il ne devrait pas y avoir de problème pour rentrer au Canada. Si, par contre, on voit que vous aviez eu votre permis d'études et que vous avez fait une demande de report de session rendue en février-mars, il peut avoir, l'agent des services frontaliers peut se demander où vous en êtes dans votre implication dans votre dossier. Donc, c'est un peu à vous de voir ce que vous préférez faire. Dans tous les cas, si vous avez fait un report de session et que vous avez obtenu un permis d'études en septembre dernier, la validité de votre permis d'études ne sera pas la bonne validité. Donc, ce sera celle de votre ancienneté si vous aviez commencé l'année dernière. Donc, une fois au Canada, vous allez devoir faire une demande de prolongation de votre permis d'études. Donc, ça, c'est d'autres frais qui devront être payés une fois rendu au Canada. Et ça ne vous donne pas un visa. Donc, si vous quittez le territoire canadien et que vous voulez revenir au Canada, vous allez devoir faire une nouvelle demande de visa visiteur également pour qu'elle corresponde à votre permis d'études. Donc, ça peut être plus simple de faire une demande de permis d'études dès maintenant pour avoir la bonne validité et sur votre visa et sur votre permis d'études, mais c'est vraiment votre choix si vous souhaitez y aller comme ça et essayer de démontrer pourquoi. Normalement, les reports de session, c'est vraiment parce qu'on voit, par exemple, on passe de l'automne à l'hiver. Je sais qu'avec le CCNB, ce n'est pas possible dans la plupart des cas et c'est pourquoi c'est un report de session de 1 an. Donc ça va être quelque chose que vous allez devoir expliquer à l'Agence des services frontaliers. Et là, je parle à mes collègues du CCNB aussi. Je ne sais pas si ça, c'est possible peut-être de donner une lettre explicative pour expliquer pourquoi que ça n'a pas été un report de seulement une session, mais bien de 1 an. Ça pourrait peut-être faciliter ici aussi, mais c'est ça, voilà. Donc, c'est vraiment libre à vous. C'est soit de démontrer ou soit de faire une autre demande dès maintenant. Oui. Avant de poser la question suivante, je vais juste mentionner que le CCNB est toujours ouvert pour donner les lettres aux étudiants internationaux lorsqu'il y a un report de session. Donc, il suffit juste d'écrire à votre agent d'accueil ou d'écrire au service d'admission avec qui vous communiquez déjà et puis ils vont vous rédiger le document en temps. Donc, pour la question suivante, comment peut-on introduire un recours après un refus de permis d'études? J'imagine et de visa. Ils peuvent introduire un recours en écrivant au bureau qui a traité leur demande. Donc, sinon, s'ils n'ont pas été refusés pour fausse déclaration et qu'ils ont des éléments nouveaux qu'ils peuvent démontrer, ils peuvent soumettre aussi une nouvelle demande. Mais il est toujours possible de faire un recours. Et vous pouvez, juste pour ajouter, c'est comme ma collègue dit, une demande de reconsidération auprès du bureau qui a traité votre demande. Si vous croyez qu'il y a vraiment une erreur assez importante dans votre dossier, il y a aussi dans la lettre de refus, c'est bien indiqué si vous voulez faire un recours judiciaire. À ce moment-là, il y a une procédure à suivre, mais ça, c'est sur la lettre de refus. Et ce qui va être fait, c'est que ça va être traité à Ottawa, cette demande de recours. S'il y a eu une erreur dans l'application de la loi, votre dossier peut être réouvert. S'il n'y a pas d'erreur dans l'application de la loi, à ce moment-là, c'est une nouvelle demande que vous devez soumettre tout simplement. C'est vraiment libre à vous de voir ce que vous préférez faire. Il faut savoir qu'il y a des délais qui sont aussi qui viennent avec ça. Donc, des fois, soumettre une nouvelle demande avec les préoccupations en répondant aux préoccupations peut être une bonne façon, mais sinon, vous pouvez faire la demande de reconsidération ou de recours judiciaire. Merci. Est-ce qu'une personne qui prend un prêt au niveau de sa banque pour démontrer de sa preuve financière peut être calée dans sa démarche? Est-ce qu'il peut obtenir un refus en raison du fait qu'il a fait un prêt d'argent pour ses démarches d'immigration? Donc, pour les exigences financières, non seulement vous devez prouver que vous pourrez payer une année d'études, mais aussi payer le reste du programme. L'agent doit être convaincu donc que cette personne non seulement paiera la première année d'études, mais sera en mesure de payer les autres années qui vont suivre. Donc, est-ce qu'un prêt bancaire va permettre de payer tout le programme? Donc, ça dépend. Je ne peux pas dire vraiment oui ou non. Donc, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, c'est l'ensemble du dossier, en fait, qui va démontrer est-ce que l'agent sera satisfait qu'avec ce prêt-là.
les frais vont être couverts et que la personne ne sera pas, sans statut une fois au Canada, ne sera pas en mesure de payer les frais d'études, etc. Donc, ça dépend en fait du dossier. Là, une question directe sans avoir les autres éléments, je ne peux pas dire oui ou non. Très bien. Lisa, si tu veux ajouter, tu peux aussi. Est-ce que le test TFI est obligatoire pour avoir le permis d'études et visa? Les tests de langue ne sont pas obligatoires pour la demande de permis d'études. Donc, on ne demande pas, si vous vous rappelez dans les documents que ma collègue vous a parlé tout à l'heure, test de langue n'était pas une des exigences. Il peut arriver qu'un agent demande un test de langue si, par exemple, il y a une condition dans votre lettre d'admission qui est très stricte. On peut revenir vers vous pour la demander, mais ce n'est pas une exigence pour déposer la demande de permis d'études, sauf si vous voulez utiliser le volet direct pour les études, qui est pour les résidents du Maroc et du Sénégal seulement actuellement pour le moment. À ce moment-là, vous devrez faire soit le TCF ou le TEF Canada préalablement à votre demande. Sinon, pas de test de langue. Bien. J'ai une question qui me semble un petit peu personnelle. Je vais pas la poser au complet, je vais juste prendre un point. Au sujet des rejets envoyés aux étudiants en disant « Je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour en vertu du paragraphe 216 alinéa 1, compte tenu de vos biens mobiliers et votre situation financière. » Donc, je ne comprends pas vraiment c'est quoi la question. Probablement que la personne veut savoir comment prouver les documents. Bon, ça, tout à l'heure, merci, parce que c'était exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure comme raison de refus, que je n'avais pas la traduction complète. Donc, c'est en raison de vos biens immobiliers et situation financière. Lorsque l'agent clique sur cette raison, c'est qu'il n'était pas satisfait que vous aviez les capacités financières pour financer vos études. Donc, à ce moment-là, c'est souvent une question de on n'est pas satisfait, comme ma collègue a dit, que vous êtes en mesure de la payer cette année, mais que vous serez en mesure de continuer de la payer par la suite. Donc, la question de la pérennité ici est très, très importante. Donc, avec les documents qui ont été soumis, ça ne démontrait pas qu'il y avait cette pérennité-là, peut-être, ou ça peut être que la cohérence de la prise en charge n'était pas bien démontrée. On en a parlé tout à l'heure, mais si c'est un membre de la famille élargie, puis il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi cette personne vous prend en charge, ou qu'on ne sait pas si cette personne elle a d'autres charges personnelles également, ça ne nous démontre pas qu'elle peut vous prendre en charge actuellement. Donc, il y a plusieurs éléments ici, mais c'est vraiment, ultimement, c'est que le garant financier, les preuves financières avec le garant financier n'ont pas démontré cette pérennité et disponibilité nécessaire. D'accord, je pose celle-ci, je laisserai le relais à Isabelle. Comment faire si, après avoir soumis sa demande de visa, on n'a pas toujours de réponse? Vous pouvez utiliser le formulaire web. Donc, vous pouvez aller sur votre compte et faire un rappel par le formulaire web. Merci Honorine. Question suivante. Je pense qu'on a déjà répondu, mais peut-être qu'on peut donner des précisions. Je suis un futur étudiant et comment faire pour obtenir un visa de travail pour ma femme qui m'accompagne? Donc, les permis de travail ouverts, vous pouvez faire une demande en même temps que vous ou, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, après que vous ayez obtenu votre permis d'études. C'est une demande de permis de travail normal. Ça s'appelle le permis de travail ouvert en tant que conjoint pour étudiants. Vous allez devoir démontrer votre lettre d'admission, parce que dans le fond, la personne, elle est liée à vous. La validité de son permis d'études sera la même que de son permis de travail, pardon, sera la même que votre permis d'études. Donc, essentiellement, c'est les documents pour vous qu'on doit démontrer ici. Donc, votre lettre d'admission, votre permis d'études si vous l'avez déjà obtenu. Et comme ma collègue l'a dit, les preuves financières quand même. Donc, ça demande certains frais lorsque vous allez venir vous établir au Canada. Si vous êtes 2 personnes, c'est des frais supplémentaires pour les frais de subsistance. Et même si votre conjoint ou conjointe a maintenant un permis de travail ouvert, ça ne veut pas dire qu'elle va trouver un emploi rapidement ou qui va avoir les fonds suffisants pour continuer à subvenir à vos besoins et vos frais de scolarité. Donc, vous devez tout de même démontrer certaines preuves financières
pour au moins les premiers mois, là, comment subvenir à vos besoins. Mais sinon, c'est la même procédure que pour le permis d'études. C'est pas plus compliqué. Très bien. Et j'en profite pour parler des enfants aussi, parce qu'on a aussi des étudiants qui souhaitent venir avec leurs femmes et leurs enfants. Oui, effectivement. Donc, les enfants peuvent, eux, avoir un permis d'études ouvert. Si votre enfant a moins de 5 ans, à ce moment-là, c'est une demande de visa visiteur que vous devez faire. Et une fois au Canada, vous devrez faire des demandes de prolongation de son statut parce que le visa visiteur vous permet d'être au Canada pendant 6 mois. Mais ça, c'est tout simple. C'est des demandes de prolongation pour simplement, comme c'est votre enfant, ça se fait très bien. Si votre enfant a plus de 5 ans et donc doit joindre une école, c'est une demande de permis d'études ouvert et c'est la même chose. C'est démontrer votre statut à vous ou au moins le fait que vous êtes admis. Et encore une fois, les preuves financières, bien là, on a quelques bouches de plus à nourrir, même si ça mange peut-être un petit peu moins. Ça coûte quand même assez cher des petits mousses. Donc, on doit quand même démontrer avoir les capacités pour les frais de subsistance pour vos enfants. Très bien. Une question sur les documents qui sont admissibles pour une demande de permis. Est-ce qu'une lettre de recommandation d'une entreprise et un financement partiel de cette entreprise est reconnu comme document valide? En fait, c'est la même chose quand j'ai expliqué tout à l'heure pour la prise en charge par des oncles, tantes, etc. Donc, nous attendons à ce que la personne qui écrit une lettre pour une prise en charge financière, que ce ne soit pas une lettre seulement pour présenter avec le permis d'études. Donc, vous devez vraiment convaincre l'agent que ce financement est réel. Donc, il faudra soumettre une lettre explicative pourquoi cette entreprise, justement, prend en charge vos études, etc. Donc, c'est pas tout le temps que ça se voit. Donc, nous connaissons tous les réalités du marché donc, en ce moment. Donc, si vraiment vous soumettez ce document, soyez assurés que cette personne vraiment va prendre justement une partie des charges de vos frais d'études et non pas juste pour présenter avec le permis d'études pour que ça soit un peu plus costaud. Non, ça ne va pas passer parce que les agents d'immigration, ce sont des personnes en fait comme vous, qui sont dans la réalité, qui savent ce qui se passe et qui sont capables de discerner le vrai du faux. Donc, si c'est vraiment une bonne prise en charge, donc ça va être cohérent et quand l'agent va le lire, ça va être cohérent pour l'agent et sera en mesure d'accepter cette lettre-là comme une prise en charge vraiment crédible. Donc, c'est la même chose en fait. C'est une prise en charge financière par une tierce personne, comme un oncle ou un tante. Donc, mettez toujours une lettre pour expliquer pourquoi cette prise en charge donc, et démontrer aussi des preuves financières de cette personne, tout en sachant que ces personnes qui vont vous prendre en charge ont aussi des familles, donc peut-être une femme, des enfants aussi qui étudient, etc. Donc, il faut vraiment que ça soit convaincant. Très bien, merci. J'ai une question concernant la durée du passeport, justement, vous en avez parlé tout à l'heure. Il peut arriver que des étudiants aient des difficultés à se déplacer pour aller renouveler leur passeport. Est-ce qu'il est possible de faire une demande actuellement d'un permis d'études avec un passeport qui ne va pas forcément couvrir toute la période des études et ensuite, dès qu'on a un nouveau passeport, de fournir ce document-là pour son dossier? Ou est-ce qu'il faut absolument attendre d'avoir un nouveau passeport pour ça? Non, c'est OK. En fait, c'est vraiment plus pour vous. La validité du permis d'études, c'est soit la durée de vos études ou la durée de validité de votre passeport. Donc, c'est un des deux. Si le passeport vient à échéance avant la fin de vos études, on va émettre un permis d'études avec la validité de votre passeport. Et une fois au Canada, vous devrez faire votre demande de prolongation lorsque vous aurez votre nouveau passeport, tout en s'assurant de ne pas être en hors statut lorsque vous êtes au Canada. Mais c'est ça, il n'y a vraiment pas de souci si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir un renouvellement actuellement. Juste savoir que vous devrez faire la procédure une fois rendu au Canada. Lorsqu'on fait une demande de prolongation au Canada, même si elle n'est pas traitée encore, même si elle n'est pas finalisée, vous êtes en statut implicite qu'on appelle. Donc, c'est considéré comme si vous étiez encore en statut parce que vous avez fait les démarches avant que votre visa vienne à expiration. Donc, il ne faut pas non plus paniquer. Là, si, par exemple, votre
passeport vient expiration le 31 mars et que vous avez déposé votre demande de prolongation en février, que donc le 31 mars, ce n'est pas encore finalisé, c'est OK. Vous êtes encore considéré comme étant en statut. Une fois que la demande sera approuvée, il n'y aura pas de souci, ça va être juste en continu. Donc, voilà. Très bien. Concernant les formulaires, s'il n'y a pas assez de place pour fournir toutes les informations, comment peut-on faire? Vous pouvez ajouter une feuille donc, et mettre les informations qui manquent sur le formulaire où il n'y avait pas la place. Donc, vous pouvez mettre une feuille. Mais en général, sur les formulaires, donc, il y aura des flèches pour ajouter des lignes, etc. en général. Mais si vous êtes sur un formulaire où il n'y a pas cette option, vous pouvez juste ajouter une feuille et donner les informations nécessaires. Très bien, merci. Et lorsque vous faites la demande en ligne, là, vous pouvez téléverser justement des documents et on vous donne des catégories de documents comme les formulaires, formulaire de la famille, les fonds. Et il y a une catégorie qui s'appelle « Information du client ». C'est dans cette catégorie-là, vous pouvez ajouter également des lettres explicatives. Là, si vous avez besoin de donner une lettre de motivation ou des informations supplémentaires que vous n'êtes pas en mesure de mettre dans le formulaire, ça serait dans l'information du client. Très bien. Et pour rebondir sur la question, où est-ce qu'on peut trouver justement ces formulaires IMM dont on parle? Dans la présentation, nous avons donné les liens. Donc, je vais retourner un peu voir la présentation. Je vous le donne. Oui, c'est là. Donc, vous allez à www.canada.ca/fr/immigration. C'est bon, c'est dans la présentation, donc slide 6. Bon, c'est sur celle-là aussi, c'est OK. On les voit là. Voilà. Donc sur la slide 5 aussi. Préparez votre dossier, formulaire obligatoire. Donc, vous pouvez visiter le site www.canada.ca/immigration. Très bien, merci. Oui, on les voit en ligne. Et une dernière question pour moi, après je laisserai la parole à Honorine. Pour les résidents du Cameroun, par exemple, qui ont rassemblé tous leurs documents, où est-ce qu'on envoie ces documents? Est-ce qu'on les envoie? Comment on décide si on les envoie à Dakar ou à Rabat, par exemple? Toutes les demandes en ce moment se font en ligne. Donc, ils vont soumettre leurs demandes en ligne. Donc, ils n'auront pas à le déposer au niveau du CRDV. Si ce n'était pas la pandémie, ils pouvaient le déposer au niveau du CRDV qui se trouve au Cameroun. Mais en ce moment, toutes les demandes se font en ligne. Très bien. Est-ce qu'un ami peut parrainer notre demande? Est-ce qu'un ami peut nous supporter financièrement pour une demande? OK. Je vais peut-être, là, à ce niveau-là, sur la question des garants financiers, on en a eu quand même plusieurs. On a des personnes qui demandent est-ce qu'un oncle peut parrainer, est-ce qu'une sœur peut parrainer, est-ce qu'un ami, est-ce qu'une entreprise? La réponse va toujours être la même. C'est la même que ma collègue a dit déjà. Il n'y a pas d'interdiction de qui peut parrainer qui. C'est seulement de la cohérence de cette prise en charge-là, les explications de la prise en charge. Il faut penser à un cousin, peu importe c'est qui, là, qui est extérieur de la famille nucléaire, là, des parents, si on veut. Il faut penser à pourquoi est-ce que cette personne-là veut vous prendre en charge quand ça coûte très cher quand même. C'est quoi ses charges personnelles à elle et est-ce que ça a du sens à ce qu'elle vous prenne en charge? Donc, c'est pas interdit. C'est que le fardeau de la preuve est peut-être plus important pour vous, c'est tout. Donc, c'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Donc, peut-être que ces questions-là sur la prise en charge des personnes tierces, il faut comprendre que c'est tout le temps la même réponse. D'accord. Alors, il nous reste juste 10 minutes pour des questions. Il y a une question assez intéressante. Lorsque vous demandez les documents d'immigration et que vous dites des photocopies, est-ce qu'il faut que ce soit des photocopies certifiées ou simplement des photocopies originaux? Vous pouvez juste soumettre les photocopies originaux.
Donc, nous ne demandons jamais les documents originaux, donc soumettre juste les copies. Merci. Il y a un constat que la plateforme en ligne n'accepte pas les documents de moins de 4 mégas avec les exigences financières et tout. Je pense que c'est juste une remarque par rapport au poids des documents qui n'acceptent pas plus de 4 mégas. Effectivement, il y a des limites de poids, là. Mais je vous dirais que moi, je reçois des fois des formulaires, pas des formulaires, mais des preuves financières qui font 68 pages. Donc, il y a des façons pour vous aussi d'essayer de trouver, de scanner pour que ça soit peut-être plus compressé et tout pour respecter tout ça. Ou d'ajouter de l'information au client et voilà. Mais si vous dépassez si vous avez 100 pages pour vos finances personnelles, là, il y a peut-être un problème aussi. Il faut essayer quand même de les démontrer d'une façon où est-ce qu'un agent ne va pas prendre 3 heures à lire vos documents non plus. Mais il y a des façons de compresser les dossiers. Merci. Est-ce qu'il est possible de faire la biométrie et test médical à l'avance? Une fois que vous avez déposé la demande, avant l'obtention, c'est ça? Je suppose que c'est avant l'obtention de la lettre qui demande d'aller faire. Oui, il est possible de faire les MEX upfront. D'accord. Mais pas la biométrie. Pas la biométrie, il faudra attendre la lettre d'instruction. Mais pour les médicaux, il est possible de faire les médicaux upfront. OK. Est-ce que les frais qui ont été prélevés pour la biométrie et qui n'ont pas été faits vont être remboursés? Si on refuse votre demande avant que vous ayez pu faire la biométrie, il est possible que les frais de biométrie soient remboursés effectivement. Donc, et ça, on l'a fait par le passé. C'est sûr que si on vous a demandé de faire la biométrie il y a plus de 60 jours et que vous ne l'avez pas fait encore, c'est plutôt parce que vous n'avez pas voulu aller la faire à l'avance et ça peut être un souci dans la demande. Mais si par exemple, en septembre, c'est arrivé souvent qu'on traitait des dossiers très, très, très rapidement en l'espace d'une semaine et les gens n'avaient pas le temps d'aller faire la biométrie. À ce moment-là, il y a eu des remboursements. Ce que je vous dirais, c'est aller faire votre biométrie, peu importe, parce que même si on refuse votre demande, lorsque vous allez réappliquer, on vous demande, si votre biométrie n'est pas faite, vous allez devoir aller la faire de toute façon. Donc, ça va tout le temps être quelque chose à refaire jusqu'à temps que vous ayez fait la biométrie ou que votre dossier soit approuvé et elle est bonne pendant 10 ans. Donc, une fois qu'elle est faite, elle est bonne pendant 10 ans. Mais oui, effectivement, si on traite votre dossier trop rapidement, on va faire le remboursement de la biométrie si elle n'est pas faite. Merci. Pour le moment, excuse-moi, je vais juste ajouter, parce que normalement, lorsqu'on est hors COVID, si la biométrie n'est pas faite dans votre dossier n'est même pas traité. Donc, tant que la biométrie n'est pas faite, le dossier n'est pas traité. Maintenant, en raison de la pandémie, on sait que ça peut être difficile de voyager des fois d'une ville à l'autre ou dans un autre pays. On accepte ça, mais lorsque les restrictions vont être changées, à ce moment-là, on va revenir encore au point initial où est-ce que pour traiter une demande, la biométrie doit être faite préalablement. Mais pour le moment, on est plus flexible. D'accord. Si un étudiant qui commence des études en septembre arrive plus tôt, est-ce qu'il peut travailler en attendant? Techniquement, non. Merci. Okay. Bon, je continue. J'essaie de faire un tri en même temps. Comment signer à la fin des documents IMM? Comment signer? C'est une signature électronique actuellement. Donc, lorsque vous faites votre demande, là, je crois qu'il y a un endroit où est-ce que vous pouvez signer électroniquement. Lorsque vous cliquez, ça ajoute la date et ça vaut comme une signature. Sinon, c'est possible d'imprimer, de signer manuellement et de retélécharger. Mais une signature électronique est acceptée. Alors, je vais laisser Isabelle pour la dernière phase de ces questions. Isabelle, veux-tu prendre le relais, s'il te plaît? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, je te remercie. Oui, je fais pareil. J'ai essayé de gérer au mieux les questions parce qu'on en a beaucoup et on manque de temps malheureusement. Des questions pertinentes dans le sens où, par exemple, si on paye ses frais de scolarité et voire même ses frais de subsistance à l'avance, est-ce que ça peut avoir une influence sur la demande du permis d'études?
Si je peux, ici, on va quand même vous demander de démontrer la provenance des fonds. Donc, nous, on veut voir qu'il y a une pérennité, qu'il y a une cohérence dans la prise en charge financière. Donc, lorsque vous faites votre demande, vous devrez tout de même démontrer d'où provient cet argent. C'est possible de payer la première année d'études et d'avoir peut-être un compte en banque au Canada. Rien ne vous empêche de l'avoir. Et oui, c'est un élément qui va être pris en considération dans votre demande. Mais vous devrez tout de même fournir les autres documents qu'on a parlé tout à l'heure. Si vous appliquez dans le VDE, dans le volet direct pour les études, à ce moment-là, ce qu'on vous demande, c'est les tests de langue préalables avec un certain niveau de compétence, les examens médicaux à l'avance, les frais de scolarité déjà payés et un compte en banque de 10 000 canadiens dans un certificat de placement garanti. Quand vous faites ça, le VDE, on ne vous demande pas les autres documents financiers parce que vous avez soumis la liste des autres documents que je viens de vous dire. Mais sinon, vous devez démontrer tout de même d'où provient l'argent. Merci. Est-il obligatoire de faire sa demande en ligne ou peut-on encore faire des dépôts papier? Pour le moment, c'est obligatoire de faire sa demande en ligne. Donc, les CRDV ne prennent plus de demande de permis d'études. Ils sont ouverts pour récupérer les passeports, prendre les données biométriques, entre autres, mais toutes les demandes en ce moment se font en ligne. C'est obligatoire. Merci. Est-ce que vous prenez en compte les bourses dans votre analyse de demande de permis d'études? Oui, les bourses sont prises en considération également comme une preuve de capacité financière. Si vous avez une bourse d'un certain montant, c'est toujours, vous devriez l'inclure tout le temps dans votre demande et démontrer que vous avez les frais, les capacités pour payer le reste des frais. Donc, tout élément financier va être pris en considération. Très bien, merci. Je vais juste ajouter, donc il faut une attestation qui indique le montant de la bourse et la durée et les conditions de cette bourse. Donc il faudra aussi soumettre toute autre preuve financière pour les frais non couverts par la bourse. Très bien. Peut-être une dernière question parce que là on est vraiment arrivé à la fin. Est-ce que les relevés bancaires, par exemple, vous avez parlé des documents certifiés, est-ce que les relevés bancaires doivent aussi être certifiés par la banque ou est-ce qu'il suffit de télécharger les relevés de son compte bancaire? Vous pouvez, comme vous voulez, faire certifier par votre chargé de clientèle ou bien nous soumettre les documents que vous avez pris par vous-même que vous avez téléchargé. Donc, sachez tout de même que nous pouvons effectuer des vérifications. Donc, nous avons des contacts avec toutes les banques des pays que nous couvrons. Donc, l'essentiel, c'est que vous soumettez les documents authentiques, certifiés ou non. Merci. Alors, je vais poser une vraie dernière question qu'on pose très souvent. Est-ce que l'âge est un critère pour donner un visa d'études? L'âge n'est pas un critère pour la demande de permis d'études. Mais c'est une considération tout de même. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la cohérence du plan d'études. C'est simplement à ce niveau-là qu'on va le prendre en considération, mais ce n'est pas un critère. Donc, on peut comprendre que quelqu'un souhaite arrêter son travail, retourner aux études. Il faut simplement l'expliquer. Donc, c'est peut-être juste votre situation, elle est plus particulière qu'un jeune de 18-19 ans qui continue tout simplement son parcours, mais il n'y a vraiment pas un critère qui vous empêche de le faire, mais simplement l'expliquer votre situation. Alors, merci. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Notre présentation va tirer à sa fin. Merci à nos agentes pour leur disponibilité et les détails de leurs réponses. Nous espérons que vous avez eu des réponses pertinentes à vos préoccupations. N'hésitez pas à communiquer avec votre agente d'accueil et d'intégration pour toute autre question supplémentaire ou pour vous mettre à jour sur les lois et restrictions en raison de la COVID. Restez à l'affût de nos communications car nous allons vous inviter à d'autres séances d'information durant les prochaines semaines. Passez une excellente soirée, au plaisir de vous retrouver aux prochaines présentations. Bonsoir.